Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Codage et microbit de la théorie à la pratique, qui sera animé par Dominique Tremblay, donc un consultant qui a son entreprise de consultant et qui a collaboré à quelques reprises avec le consortium provincial francophone. Donc, Dominique est entre autres spécialisé en sciences, en mathématiques, en programmation, en logo, en robotique. Et c'est avec un grand plaisir que je le remercie d'appuyer le consortium dans le cadre de cette microbit-là. Et Dominique, donc, je te cède la parole. Merci Eric. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais aussi allumer ma caméra pour que vous puissiez me reconnaître au départ. Je ne la laisserai pas ouverte tout le long parce qu'on va souvent faire des partages d'écran. Donc, je pense que l'écran de l'interface de programmation va être ce qui est de plus utile pour vous. Donc, je vous communique en direct de l'Allemagne en ce moment. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit allumer votre micro et intervenir grâce au micro, peut-être en levant la main avant, comme on ferait en salle de classe, hein, ou vous pouvez mettre vos questions directement dans le clavardoir. Moi, je vais regarder le clavardoir régulièrement et j'ai aussi Super Eric qui va vérifier le clavardoir et qui va m'indiquer s'il y a des questions qui semblent apparaître. Donc, juste avant qu'on commence, on va tout de suite utiliser l'outil crochet vert X rouge. J'aimerais savoir, parmi ceux qui sont ici, qui sont ceux qui ont fait la formation originale qui avait été offerte par Kids Code Jeunesse au sujet de la programmation, du coding et des microbits. Si vous avez participé à la formation, veuillez me mettre un crochet vert. Si vous n'avez pas participé à cette formation-là, veuillez me mettre un X rouge. Donc, parfait. D'après ce que je peux voir, la majorité d'entre vous ont participé à cette formation-là. Ou tu as fait une formation avec Eric pour le remplacer? Très, très bien. Donc, vous avez déjà des bases dans ce sujet-là. L'objectif aujourd'hui, c'est que je vous fournisse des activités que vous pouvez faire avec vos élèves qui vous permettent de pleinement tirer profit des microbits. Depuis que j'ai découvert ça il y a une couple d'années, moi, en Angleterre, parce que c'est fait par la BBC, je suis devenu un fou du microbit parce qu'il y a tellement de possibilités. Et oui, on peut faire du coding ou de la programmation sans utiliser de microbit, mais l'avantage du microbit, c'est que ça amène un petit aspect tangible, un aspect concret où on a maintenant un petit objet dans nos mains qui va exécuter le code qu'on a fait plutôt que ce soit à l'écran d'ordinateur. Et pour ceux qui sont de ma génération, mais quand on regarde le petit écran qui est fourni, on a l'impression de revenir aux années 80. Vous vous souvenez avec nos bonnes vieilles calculatrices ou nos petits jeux de l'époque là, où c'était très pixelisé. Mais c'est quand même intéressant parce que pour les élèves, là, je vais vous dire, première fois que j'utilise un microbit dans une classe, que les élèves voient leur prénom apparaître sur le petit écran ici, là, j'ai des pourtant ils sont à la génération qui vivent avec des iPads, avec des téléphones cellulaires, avec Snapchat, avec toutes ces technologies-là, et de voir leur nom apparaître directement là-dessus, c'est magique. Ou juste la première fois qu'ils vont utiliser, c'est une des raisons pourquoi je vous ai suggéré d'avoir 2 microbits aujourd'hui, mais sans fil, de transférer de l'information de un microbit vers l'autre microbit, d'être capable de s'envoyer des messages pour les élèves, c'est comme un wow, ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer ce soir là plusieurs activités que vous pouvez faire. Et dans les prochains jours, je dirais probablement d'ici lundi, parce que moi, il faut que je prenne le temps de l'exporter, de l'envoyer à Eric, vous allez recevoir un dossier PDF qui va contenir chacune des activités qu'on a fait avec la description de la tâche que vous pourriez donner à l'élève et aussi, en secret, vous allez aussi recevoir un solutionnaire à ne pas montrer aux élèves parce qu'on veut que les élèves développent leur propre code, mais je trouve que pour des enseignants, ça nous rend un petit peu plus à l'aise de savoir qu'on a un solutionnaire. Comme ça, au moins, on a le feeling, on a le sentiment qu'on est capable de réussir la tâche avec ce solutionnaire-là. Mais ce sont tous des activités qu'on va faire ce soir. Et ce soir, je ne parlerai pas pendant 2 heures. Je vais me taire et je vais vous donner du temps pour la programmation. Donc, c'est très important d'avoir une machine qui vous permet de programmer ce soir et si possible un microbit ou 2 ou 3 pour que vous puissiez réaliser les activités. Je vais être quand même assez flexible dans le matériel et je vais varier les tâches pour s'assurer que on peut les faire avec le matériel que vous avez. Vous avez 2 options. Lorsque je vous donne du temps pour programmer, vous pouvez cacher ou minimiser la fenêtre d'Adobe Connect et passer à votre furteur pour travailler dans l'interface de microbit.
Ou, si vous préférez, vous pourriez avoir un deuxième ordinateur à côté de votre ordinateur qui est branché sur la vidéoconférence pour vous permettre de faire la programmation. L'atelier s'appelle de la théorie vers la pratique, donc je vais quand même me permettre de faire un petit 5 minutes de théorie sur le coding, sur la programmation, sans vouloir tout répéter ce que vous avez vu avec Kids Code Jeunesse, pour ensuite vous amener vers la programmation et des projets plus tangibles en utilisant le microbit. À date, est-ce qu'il y a questions, préoccupations avant que je passe au partage d'écran? Si vous en avez, n'hésitez pas soit à ouvrir votre micro ou à l'inscrire dans le clavardoir, la conversation en bas. Pendant ce temps-là, moi, je vais ouvrir le partage d'écran. Donc, en ce moment, à l'écran, vous devriez voir une genre de PowerPoint. Et le sujet ici, c'est qu'est-ce que c'est la pensée algorithmique. Donc, vous avez peut-être déjà entendu d'autres mots pour ça. On entend, dépendant d'un conseil scolaire à l'autre, d'une province à l'autre, d'une école à l'autre, les mots pensée informatique, pensée computationnelle ou même computational thinking. Moi, celui que j'utilise dans ma pratique, c'est pensée algorithmique. Et la raison que j'utilise pensée algorithmique, c'est que ce que j'aime avec ce mot-là, c'est qu'on n'est pas en train d'indiquer que ça prend absolument un ordinateur. Et je présume que quand vous avez fait la formation avec Kids Code Jeunesse, vous avez fait certaines activités où vous étiez en train de faire des séquences, vous étiez en train de donner des instructions, mais sans qu'il y ait la présence d'un ordinateur. Donc, on a quand même un algorithme à développer, mais on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup des mots comme pensée computationnelle, parce que ça implique, ça sous-entend que ça prend un ordinateur. Donc, vous allez m'entendre utiliser le mot pensée algorithmique dans cette formation-là, mais sachez que lorsque je parle de pensée algorithmique, c'est la même chose que si je parlais de computational thinking. Donc, qu'est-ce que c'est la pensée algorithmique? Ben, premièrement, dans la pensée algorithmique, on a ce qu'on appelle toute l'idée de segmentation et de séquence. Donc, lorsqu'on fait un programme, on a une certaine séquence qu'on veut suivre et c'est, par exemple, ce que notre microbit ou notre robot ou l'ordinateur, le personnage dans notre fenêtre, c'est ce qui va performer dans une séquence. Maintenant, tu as toute l'idée de segmentation de la tâche aussi. Et qu'est-ce que je veux dire par segmentation? C'est que souvent, ça peut être un peu intimidant lorsque je donne une tâche. Je vous donne comme exemple, si je vous demande de créer un jeu, et par exemple, chaque fois que ton petit bonhomme se fait tirer, tu perds un point. Chaque fois qu'il se réussit à avancer à la prochaine étape, il gagne un certain nombre de points. Et à la fin, je veux que lorsqu'on appuie sur le bouton A, le pointage apparaisse. Il y a quand même beaucoup de choses à faire ici. Donc, on va vouloir segmenter la tâche et la prendre en petites bouchées. Et moi, ce que j'encourage souvent les enfants, c'est par exemple, vous avez peut-être déjà vu le jeu Flappy Bird où on a un petit oiseau qui vole là, sur l'écran. La première chose, fais apparaître ton petit oiseau et assure-toi qu'il peut voler avec la flèche vers le haut, la flèche vers le bas. Il n'y a pas encore d'obstacle, il n'y a pas encore d'ennemis, il n'y a pas encore de pointage. On fait ça petite bouchée par petite bouchée. Donc, ne soyez pas intimidés par certaines des tâches ce soir. Allez-y petite bouchée par petite bouchée. Ou ceux qui sont de ma génération, vous allez vous souvenir du fameux Step by Step, Ooh Baby, avec les New Kids on the Block. Ben, c'est ça qu'on veut faire. Autre chose que je vais vous demander de réaliser ce soir lorsqu'on est en train de travailler, c'est de voir les régularités. Et quand je parle de régularité, on vient chercher des concepts que les enfants voient en maths. S'il y a des choses qui se répètent souvent, comme à chaque fois que tu réussis à frapper un bonhomme avec une petite balle, ça te donne un point, ben tu coderas pas chaque petite balle qui frappe un bonhomme avec un point. On va se créer ce qu'on appelle une boucle pour aller chercher cette séquence-là et la répéter plusieurs fois. Ou si on demande par exemple à l'enfant de tracer un carré ou un rectangle, ça sert à rien de répéter les instructions plusieurs fois. Un carré, c'est tu avances vers l'avant, tu tournes de 90 et ça se répète. Ce que j'aime avec la programmation ou le coding, c'est que tu as tout ce processus d'abstraction aussi. Parce que dans ta tête, tu as une tâche que tu veux absolument réaliser et tu dois ensuite la faire réaliser à ton microbit ou à ton robot ou à ton ordinateur. Donc, tu dois rendre ça abstrait pour que l'ordinateur le comprenne. Tu dois transformer ton intention dans un langage assez abstrait pour que l'ordinateur puisse le comprendre.
Mais là, vous allez penser que je suis fou. Parce que vous voyez le mot abstraction et tout de suite après, vous voyez le mot concrétisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est abstrait au début parce qu'on met ça en langage informatique. Mais dès qu'on appuie play ou run ou qu'on exécute le code, là, on a une concrétisation pour voir si le code a été bien fait. Donc, c'est un processus d'abstraction et ensuite de concrétisation qui te donne une rétroaction immédiate. Hein? En programmation, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'enfant, c'est pas le prof qui dit à l'enfant, tu as fait une erreur. C'est l'enfant qui réalise lui-même qu'il a fait une erreur, donc il n'attend pas que le prof corrige son travail. L'enfant peut s'auto-corriger. Il y a beaucoup aussi dans la pensée algorithmique de modélisation, donc d'être capable d'utiliser des modèles et d'automatisation. Vous allez voir que les enfants, dans les tâches quotidiennes, puis je vous invite aussi à penser à des contextes authentiques où on pourrait utiliser les microbits. Puis je vais vous donner quelques exemples tantôt de contextes authentiques, là, mais juste un exemple. J'avais une école où il y avait des fameux clickers pour voter. Vous avez déjà vu ça, les fameux clickers pour voter? Et puis, ce qui est arrivé, c'est que l'école n'avait pas le moyen d'en acheter des nouveaux et de les remplacer. Et les élèves ont utilisé des microbits pour créer leur propre clicker sans fil qui permettait de voter ABCD lorsque l'enseignant posait des questions à choix multiples. Donc, ils ont automatisé le processus de répondre aux questions à choix multiples. Et veut pas, vous en avez fait un peu dans la formation critique de jeunesse, ça prend du raisonnement logique pour être capable d'arriver à des solutions. Pendant la période d'introduction, avant qu'on commence, je vous ai montré aussi un document et puis je vais remettre le lien ici. Ce lien-là, ce n'est pas une lecture qu'on va faire pendant la formation, mais c'est une lecture fortement recommandée si vous avez du temps par après la formation. C'est une monographie dans laquelle on explique pourquoi la pensée algorithmique, pourquoi le codage informatique, c'est très utile. Parce qu'il y a plusieurs provinces où ce n'est pas encore officiellement dans le curriculum. Donc, pourquoi c'est utile d'être capable de faire du coding, de faire de la pensée algorithmique? Fait que je vous invite à lire cette monographie-là. Ça s'appelle De la recherche à la pratique. Donc, c'est vraiment basé sur de la recherche universitaire qui explique le bien fondé. Et souvent, ça permet de justifier auprès de nos administrateurs scolaires pourquoi est-ce qu'on devrait investir du temps, des ressources et de l'argent pour enseigner le codage. Une autre chose aussi que je veux mentionner juste avant qu'on commence, c'est l'importance du pseudocode. Donc, le pseudocode, c'est du code qu'on dit à haute voix pour expliquer notre intention. Et en théorie, ça devrait être une copie conforme du code qui va être rédigé à l'ordinateur, sauf qu'il se retrouve dans un langage d'humain. Donc, par exemple, du pseudocode pour un carré, ça serait j'avance, je tourne de 90 degrés et je répète ça 4 fois. Ça serait le pseudocode qui me permet de faire ça. Si par exemple, je pense à mon projet de clicker qui permet de voter ABCD, ben ça pourrait être je choisis une réponse en inclinant mon microbit, j'appuie sur le bouton, le message est envoyé au microbit de l'enseignant avec la lettre ABCD. Ça serait le pseudocode dit dans un langage de tous les jours. Ensuite, on transfère ça dans un code que l'ordinateur peut comprendre. Mais vous allez voir que faire du pseudocode rend la tâche beaucoup plus facile pour ensuite faire le vrai code. C'est un peu comme ça faire un plan dans le langage de tous les jours. Je vous ai déjà parlé de ce concept-là, donc je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais vous savez qu'avec les microbits, on a ce qu'on appelle une rétroaction immédiate. On sait tout de suite si on a bien réussi ou non. L'autre concept aussi, puis je ne prendrai pas le crédit pour ce mot-là, mais un de mes collègues, on était dans un baie tourbillon un soir avec quelques raisins fermentés, et puis on s'est mis à parler que la programmation informatique, c'était comme de la méthode scientifique en accéléré. C'est-à-dire que j'ai une hypothèse. Oh, je pense que si je change tel paramètre, il va se passer ça. Je le change, donc je fais mon expérience, et tout de suite, j'ai une conclusion qui peut être infirmée ou confirmée. Et si ma conclusion amène à réaliser que je n'ai pas le bon code, tout de suite, je peux refaire une hypothèse, rechanger un paramètre et ensuite répéter. C'est faire une expérience, habituellement en science, prend au moins une période, tandis qu'ici, plusieurs fois par période, souvent des centaines de fois par période, l'enfant va passer du processus de hypothèse à tester et à conclure pour ensuite recommencer.
Donc, vous pouvez faire le lien, surtout si c'est un enseignant ou une enseignante de sciences. La meilleure chose aussi au sujet de la pensée algorithmique, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a tellement peur, les enfants ont tellement peur de faire des erreurs, mais lorsqu'on fait de la programmation avec les microbits, si on fait une erreur, who cares? Tout ce qui arrive, c'est que le microbit ne fera pas exactement ce qu'on veut et on a la chance de le changer. Rien n'est brisé, rien n'est gaspillé, il n'y a pas de problème. On ne peut pas endommager l'équipement. Et je termine avec ça, la partie plus théorique. Euh, le microbit nous permet, ou la programmation en général, nous permet de faire de la résolution patiente de problèmes. Donc, le fameux patient problem solving, où on prend notre temps et souvent ça peut amener des frustrations, mais ça amène les élèves à avoir plus de patience et plus de résilience. Par contre, en tant qu'enseignant, je pense qu'il y a un certain point où si vous voyez trop de frustration, ça devient important d'intervenir pour éviter là, que l'élève se mette à détester la programmation ou le coding. Fait que ça, c'est ce que je voulais vous présenter comme théorie. Et puis, ne vous inquiétez pas, là, je vais envoyer ces documents-là à Eric. Comme ça, vous allez pouvoir en recevoir des copies aussi. Eric, si tu peux juste me mentionner, parce que moi, je suis pas trop au courant de votre structure, là, si tu peux mentionner aux participants où vont se retrouver ces PDF-là que je vous parle Oui, pendant alors ça va se trouver dans une section de formation qui est section pensée informatique et codage, donc l'endroit où la formation Kids Code Jeunesse est présentement. Donc j'enverrai le lien aux participants en même temps que le lien du webinaire enregistré. Parfait, merci beaucoup. Je reviens à la caméra un instant. Pour ceux qui ont peu utilisé le microbit, je veux juste vous mentionner quelques petits éléments. Donc, vous avez les pins ici, hein, les broches qui vous permettent de brancher avec des fils à pince crocodile des petits éléments dessus. C'est moins utilisé au départ. Vous avez aussi un capteur d'inclinaison qui permet de détecter dans quel sens est orienté le microbit. Très utile pour faire des petits jeux où on conduit ce genre de choses-là. Vous avez aussi un détecteur d'accélération qui permet de détecter si le microbit est secoué, s'il est en train de tomber. Et vous avez les boutons A et B. Il n'y a pas beaucoup de boutons, donc souvent il va falloir utiliser l'inclinaison pour nous permettre d'entrer un peu plus de données à l'aide du microbit. Maintenant, si jamais vous voulez inclure la musique, combien d'entre vous, peut-être en mettant un crochet vert, ça va me permettre de savoir si tout le monde est encore vivant, comme chantait Jerry Boulet, toujours vivant. Crochet vert, si vous avez déjà branché des haut-parleurs ou des écouteurs à votre microbit, X rouge si vous n'en avez jamais branché. OK, donc c'est à peu près moitié-moitié. Et vous allez voir que lorsqu'on va arriver dans le logiciel, ça va vous montrer exactement comment brancher les écouteurs et ça permet d'ajouter tout l'aspect musique. Donc, ça rend l'utilisation du microbit un petit peu plus intéressante pour les élèves, surtout au niveau des outputs, là, parce que l'écran est quand même très, très petit, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Aussi, moi, ce que j'ai fait dans les classes, c'est que j'ai commandé des petits buzzers piézoélectriques. Et dans les liens là, que je vais envoyer à Eric, je vais vous mettre le lien où je les ai trouvés sur Amazon là, pour ils reviennent à peu près à 50 cents du buzzer. Fait que c'est un class set d'à peu près une vingtaine de microbits ou une dizaine de microbits. C'est vraiment pas cher et ça évite que les élèves soient obligés de penser d'amener leurs écouteurs en salle de classe. C'est des petits buzzers de 50 pièces, 50 cents chacun. Puis ça fait très très bien l'affaire. Fait que je vais vous mettre aussi le lien vers cette information-là. En passant, si vous avez fait la formation Kids Code Jeunesse, l'interface, depuis à peu près 3-4 jours, a totalement changé. Ben, elle a changé beaucoup et c'est une belle amélioration. Fait que je vais aller vous montrer les nouveautés qu'on a dans l'interface que vous n'aviez pas à l'époque lorsque vous avez fait la formation. Donc, donnez-moi un instant. Je vais retourner en partage d'écran. Ah, il y a quelqu'un qui c'est Monsieur Eric s'en est rendu compte hier. Donc, vous devriez voir l'écran du microbit ici. Donc, ce qui a changé au niveau de l'écran d'accueil, c'est que vous avez vos projets qui se retrouvent ici, hein, et vous avez les tutoriels. Les tutoriels étaient quasiment cachés dans un onglet et personne n'allait les voir. Mais il y a quand même des choses intéressantes dans les tutoriels qui se retrouvent ici. Donc, vous pouvez aller, c'est des projets tout faits qui sont là et qui se retrouvent ici.
Certains des projets qu'on va toucher ce soir, ça se peut qu'ils se retrouvent d'une certaine manière. Évidemment, j'essaie de changer un petit peu les choses pour les adapter à ma façon, là, mais c'est une bonne idée d'aller explorer les tutoriels. Vous allez voir, il y en a des très faciles et des très difficiles. Maintenant, si je viens dans l'interface comme telle, euh, ça a changé un petit peu au niveau du look, mais parmi les choses importantes qui ont changé, si je viens dans les roses, et pour ceux qui ont peut-être jamais fait beaucoup l'utilisation du microbit, et là, je vais aller voir, je pense que j'ai une question. C'est avant hier, c'est Eric qui m'a écrit ça. Lorsque j'ai, par exemple, mettre ici, lorsque secoué, ça, c'est ce que j'appelle en français des déclencheurs ou des triggers. Il l'appelle des entrées, mais moi, je trouve qu'un déclencheur, c'est beaucoup plus réel pour que l'élève comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce code-là va être déclenché lorsque l'événement en question se produit. Donc, lorsque le microbit est secoué, ça va se produire. Mais si vous venez ici, je pense que vous allez tout de suite voir la différence avec ce que vous aviez fait avant. Maintenant, on a des petits icônes. Parce que c'était pas facile pour les élèves de comprendre logo vers le haut, logo vers le bas, écran vers le haut, écran vers le bas, incliné. Donc, c'était pas évident, tandis que maintenant, ça devient très, très évident. Qu'est-ce que ça veut dire chacune de ces choses de vocabulaire-là? Et vous voyez même le petit icône comme ici. Vous voyez, j'ai choisi incliné à gauche. Mais tout dépendant de l'orientation du microbit, qu'est-ce que ça veut dire incliné à gauche? Ben, il vous montre même la petite orientation. Donc, ça c'était une belle amélioration qu'on a eue. Une autre amélioration qu'on a eue, c'est dans les variables. Vous saviez que lorsqu'on créait une variable à l'époque, elle s'appelait toujours item. Et l'élève devait penser d'aller devoir la modifier. Maintenant, c'est fini ça. On a tout de suite, ça ne donne pas un nom par défaut à une variable. Il faut que tu choisisses créer une variable et tu viennes lui donner un nom. Par exemple, disons que c'est pour calculer le pointage dans un jeu. Il faut que je lui donne un nom. Ce que j'aime à ça, c'est que ça force l'élève à penser à son nom de variable en fonction de la signification de la valeur qui va se retrouver dans cette variable-là. Tandis que l'élève l'appelait item, puis souvent oubliait de la renommer, donc les variables n'avaient pas nécessairement un sens. Par contre, définir et changer, ça reste pareil, ça. Donc, un coup que tu as déclaré ta variable, le reste des choses demeure similaire, mais j'aime ça que maintenant qu'on force l'élève à créer la variable, et si vous êtes un programmeur de carrière, vous savez, c'est une des premières choses qu'on fait en programmation, c'est déclarer nos variables. Donc, ça permet de le faire ici. En passant, je dis toujours aux élèves, ta variable peut avoir n'importe quel nom, mais il faut que ça ait du sens parce qu'elle va fonctionner quand même si le nom n'a pas du sens. Mais j'ai tellement d'élèves qui vont appeler ça, par exemple, item 1, item 2, item 3, item 4, au lieu d'appeler ça pointage, pénalité, des choses qui ont du sens dans ce qu'ils sont en train de programmer. Un autre des changements, et je pense que lorsque vous avez fait la formation Critica de jeunesse, vous avez fait le projet du roche, papier, ciseaux. C'est dans la logique. Donc, si je viens dans la logique, vous avez ici, anciennement, disons que je mets ça dans un lorsque secoué, parce que quand on joue à roche, papier, ciseaux, on secoue notre microbit. Si la première condition est vraie, alors il exécutait ce code-là. Ensuite, il exécutait l'autre code si ce n'était pas vrai. Mais dans roche, papier, ciseaux, on avait 3 options possibles, pas 2 options possibles. Ce qu'on était obligé de faire à l'époque, on était obligé de venir en chercher un autre et l'imbriquer dans le sinon comme ça. Donc, si ça c'est vrai, fait le code qui se retrouve ici. Si ce n'est pas vrai, on reposait une autre question et on avait nos autres options. Maintenant, regardez, ça c'est tout nouveau, c'est magique. Vous avez un petit plus ici. Et ça vous permet d'ajouter autant d'options que vous voulez. Donc, si on voulait jouer à roche-papier-ciseaux, mais avoir plus que 3 options, on ne serait pas obligé d'imbriquer dans un sélecteur, dans un sélecteur, dans un sélecteur, dans un sélecteur. On peut tout simplement ajouter des éléments comme ça. Donc ça, c'est des petites améliorations et j'espère que vous allez trouver que ça améliore beaucoup l'utilisation du logiciel. Ceci dit, je ne vais pas parler tout au long, je vais partir tout de suite sur un projet. Une des premières choses, c'est de faire afficher de l'information à l'écran. Si vous avez fait le projet de roche-papier-ciseaux, vous êtes déjà habitué de faire afficher de l'information. Puis un des premiers projets que je fais faire à l'élève, c'est par exemple d'être capable d'afficher son nom. Donc, juste afficher son prénom. En passant aussi, les majuscules sont beaucoup plus visibles que les minuscules lorsqu'on utilise le microbit. Fait que ça, c'est une suggestion que je dis toujours aux élèves. Choisissez les lettres majuscules, elles sont plus faciles à lire. Donc, lorsque je secoue le microbit, et on peut le voir,
un rappel que vous pouvez simuler ici. Donc, même si vous n'avez pas de microbit, vous pouvez simuler tout ce qu'on fait directement dans le simulateur. Donc, même ce soir, la plupart des activités, vous pouvez les faire directement dans le simulateur sans nécessairement transférer vers le microbit. Et juste par curiosité, si vous pourriez mettre des crochets verts, si vous êtes à l'aise à transférer l'information vers le microbit, et un X rouge si vous ne vous sentez pas encore à l'aise à transférer l'information vers le microbit en utilisant le fil USB. Donc, c'est excellent. À date, on voit tous des gens qui sont à l'aise avec ça. OK. Donc, super, je n'aurai pas besoin de couvrir ça. Juste un rappel, par contre, que c'est... je vais juste démarrer ma webcam. Juste un rappel que le microbit, il va fonctionner très très bien lorsqu'il est branché par USB au port USB de votre ordinateur. Par contre, il ne fonctionnera pas s'il est débranché. Mais pour la plupart des activités, on ne veut pas avoir un microbit qui est rattaché à l'ordinateur, on veut qu'il soit libre. Donc, c'est là que la pile devient utile. Et ce que je vous suggère pour ce soir, c'est de prendre votre petit battery pack qui contient les piles AA et de le placer, le brancher sur votre microbit et de le laisser brancher pour le restant de la soirée. Il n'y a rien de mal à brancher le USB de notre microbit, même lorsqu'il est encore branché à la pile. Ça ne dérange pas. Fait que c'est vraiment pratique. La seule temps où j'enlève les piles, c'est quand il y a le temps de les ranger pour éviter que les microbits utilisent toute la pile dans les petites boîtes de rangement. Mais à part ça, ce soir, vous pouvez garder la pile branchée comme ça. Ça vous permet de débrancher le USB, mais que le microbit continue de fonctionner. Donc, premier projet, et le premier projet peut vous sembler facile, mais c'est parce qu'il va y avoir une deuxième partie à ce premier projet-là. Dans la salle de classe, je l'utilise pour m'assurer que les élèves comprennent toutes les entrées. Donc, ce que je dis à l'élève, c'est que je veux que tu me fasses un microbit qui est capable de me parler de ta famille. Donc, par exemple, si je le secoue, il va présenter mon nom. Si je l'incline vers la gauche, le microbit, disons, va présenter le nom de mon enseignant favori, Éric Caron, etc. Pour essayer d'utiliser le plus grand nombre de inputs ou d'entrées ou d'éléments déclencheurs que le microbit peut utiliser. Donc là, présentement, si je secoue mon microbit, il va écrire mon nom. Mais si j'incline maintenant mon microbit vers la gauche, et n'oubliez pas qu'il faut attendre qu'il ait fini d'exécuter son premier code, si je l'incline vers la gauche, il va écrire Eric. Ce que je vous demande de faire, et ça va être utile pour la prochaine partie de l'activité, ce que je vous demande de faire, c'est de tout simplement, rapidement, me faire une programmation dans laquelle vous utilisez le plus grand nombre d'éléments déclencheurs possible pour afficher soit le nom des gens de votre famille ou le nom de vos animaux de compagnie. Et dans quelques minutes, lorsque ça c'est fait, je vous présente la prochaine partie de l'activité où là, on va vraiment tirer profit des fonctionnalités radio de cet appareil-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la tâche à faire? Donc, pour Azedine qui dit qu'il n'a pas de microbit à portée de la main, ce n'est pas un problème. Pour le moment, tout ce que tu as à faire, c'est que tu programmes sur makecode.microbit.org. Je vais mettre l'adresse ici, dans le clavier. Tu vas sur cette adresse web-là. Je devrais même la rendre cliquable. Et puis, ensuite, tu programmes directement dans l'interface et tu vas utiliser le simulateur dans le coin en haut à gauche pour tester ton code. Donc, si l'instruction vous semble claire, veuillez s'il vous plaît me mettre un crochet vert. Si vous avez des questions sur la tâche à réaliser en ce moment, mettez-moi un X rouge. Donc, Hélène a une question. Hélène, tu peux soit ouvrir ton micro ou me taper la question dans le clavier. Je t'écoute, Hélène.
Ah non, c'est pas Hélène, hein, c'est Abbas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Très, très Abbas. bien. Ok, moi je voulais juste, je suis allé sur le site, mais je voulais avoir la plateforme pour faire le codage parce que j'ai appuyé sur euh, Microbit, là où il y a le cercle en haut à gauche, mais apparemment il ne m'ouvre pas la page. Je ne sais pas si c'est mon JavaScript qui bloque ou quoi. Essaye d'ouvrir peut-être dans Firefox pour la page de codage Abbas, mais Dominique vient de placer makecode.microbit.org dans la fenêtre de clavardage. Donc, en cliquant, ça devrait normalement fonctionner. Sinon, copie le lien, puis essaye dans un autre furteur. Navigateur. Peut-être Google Chrome, je sais pas. Oui, puis, lorsque tu es rendu sur microbit.org, Oui, clique sur Nouveau projet nouveau. ou New Projects. Tu as la version anglaise. Où est-ce qu'il faut aller pour nouveau? Parce que je suis à la page d'accueil. Laisse-moi juste partager mon écran et je vais te montrer ça. Ok. Donc, tu devrais arriver à cette page-ci. OK? Et tu vois, toi, tu n'auras pas probablement des projets ici parce que tu n'en as pas encore fait. Donc, tu vas aller sur Nouveau projet qui se retrouve juste ici à gauche. Est-ce que tu vois ça sur ton écran? Alors moi, je suis à microbit.org, c'est ça? Non, makecode.microbit.org. Ah, ok. Il y a différentes interfaces pour programmer le microbit. Personnellement, je préfère celle de Microsoft. Donc, c'est MakeCode, c'est fait par Ok. Microsoft. Donc, makecode.microbit.org. Est-ce que tu arrives là, Abbas? Mais il m'accepte pas. Je vais aller à Chrome et puis je vais voir. Je vais le copier et puis je vais le mettre à Chrome. Et à tout le monde aussi, je vous invite à tout simplement Oui, c'est faire bon le maintenant. petit Merci. crochet vert euh, lorsque vous avez réussi à faire cette tâche-là. Donc, on vise peut-être 4-5 noms là, d'animaux domestiques ou d'enfants ou de gens de votre famille en utilisant différents éléments déclencheurs dans la section entrée de l'interface de microbit. Lorsque ça c'est réussi, veuillez nous l'indiquer là, en mettant un crochet vert. Si vous avez des questions, je reste là, donc je suis toujours prêt à vous faire des petites démonstrations s'il vous manque quelque chose. Ce projet-là, c'est quand même un projet très débutant par rapport à ce que vous avez fait, mais le but, c'est de le pousser plus loin. OK, donc je vois que Anne Robert mentionne que il y a un petit oubli, donc ne vous inquiétez pas. Donc, regardez bien mon écran pour ceux qui auraient peut-être des petits oublis. Je vais faire une courte démonstration. Donc, je viens d'un nouveau projet et pour le moment, on n'a pas besoin d'utiliser le bloc au démarrage ou toujours. Parce que qu'est-ce qui va déclencher ce qui va apparaître à l'écran? C'est plutôt un élément déclencheur qui se retrouve dans les entrées. En passant, si votre logiciel est in English, vous avez juste à venir sur la petite roue d'engrenage ici et vous allez sur langue et vous pouvez choisir français pour avoir la même chose que j'ai à l'écran. Donc, si je viens ici dans Entrée,
Les deux blocs de programmation qui vont vous servir, c'est le premier, lorsque le bouton est pressé, ou celui-ci qui dit lorsque secoué. Lorsque le bouton est pressé, va te permettre de venir choisir soit le bouton A, le bouton B ou le bouton A plus B. Donc, ça voudrait dire que sur le microbit, on appuie soit sur A, soit sur B, ou les deux en même temps. Ça, cette chose-là, ça vous permet d'avoir trois combinaisons. Donc, je pourrais, par exemple, choisir lorsque le bouton A est pressé, lorsque le bouton B est pressé, et lorsque le bouton A plus B sont pressés. Et là, ça me donne trois options comme trois possibilités de ce que mon microbit peut faire lorsque on a chacune de ces options-là. Fait que, par exemple, je pourrais mettre le nom de mon oncle pour A, le nom de mon père pour B et le nom de ma tante pour A plus B. Maintenant, le microbit a d'autres caractéristiques. Donc, lorsque secoué, là, c'est ce qu'on le shake, hein, je pourrais avoir quelque chose, mais je peux m'en mettre d'autres aussi. Je pourrais venir chercher, par exemple, lorsqu'il est incliné à gauche, je pourrais venir chercher lorsqu'il est incliné à droite, et mettre du code à l'intérieur de chacune de ces choses-là. Là, vous voyez, déjà, juste avec ce que j'ai à l'écran, j'ai 6 possibilités d'éléments déclencheurs qui peuvent réveiller mon microbit pour qu'il fasse quelque chose. Maintenant, le comment il fait quelque chose, c'est dans la base, et c'est là qu'on va venir faire afficher du texte, donc dans les bleus, et je pourrais venir juste placer un afficher du texte dans chacun ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce texte-là va être affiché à l'écran du microbit quand l'élément déclencheur est fait. C'est là que je pourrais, par exemple, dire que ici, c'est mon oncle Gérard, tandis qu'ici, c'est ma tante Ginette. Vous voyez que j'ai une famille très colorée, hein? Et je pourrais, par exemple, dire que A plus B, ça va être mon petit chien tout cute. Donc, ça va être Fido qui va apparaître. Donc, c'est comme ça qu'on vient chercher les éléments déclencheurs et qu'on affiche de l'information en fonction de l'élément déclencheur qu'on a choisi. Ça va, ça? Donc, qui c'était la personne qui avait des questions? C'était Andréane, c'est ça? Est-ce que c'est plus clair maintenant? OK. Donc, je vous laisse encore quelques minutes pour avoir du texte pour entre 4 et 6 et 4 et 8 éléments déclencheurs. Puis après ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut se faire une machine à Snapchatter gratuitement. De 3 participants qui ont réussi à faire afficher, je vous invite à le tester soit avec le vrai microbit ou avec votre simulateur en haut à gauche. Pour la chute libre, c'est d'échapper votre microbit, en fait. Donc, je suggère que si vous jouez avec la chute libre, c'est de le faire tomber sur un coussin ou sur un tapis pour pas l'endommager, mais ce serait que le microbit est vraiment en train de tomber en chute libre. Moi, souvent, ce que j'aime programmer, c'est un genre de ouch qui écrit ouch qui tombe en chute libre. Je trouve ça comique. Évidemment, on ne veut pas l'endommager, donc on s'assure de le faire tomber sur quelque chose qui n'endommagera pas le microbit. En gros, pour ceux qui sont enseignants de sciences, c'est qu'on vise à atteindre une accélération aux alentours de 9,8 mètres par seconde carré. Donc ça serait considéré comme tomber en chute libre. Tandis que vous avez des accélérations qui sont, d'autres accélérations qui sont disponibles là-dessus aussi. Si vous venez voir ici, vous avez une accélération de 3G, ça veut dire 3 fois la gravité, 6G et 8G.
Mon rêve, c'est d'amener mon microbit à bord du Leviathan et du Behemoth à Wonderland à Toronto pour voir si je réussis à obtenir ces accélérations-là grâce à mon super microbit. Mais vous pouvez facilement obtenir ces accélérations-là juste en faisant des mouvements. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est, vous savez que maintenant, avec nos montres Fitbit et nos montres Apple Watch, qu'est-ce qui se passe? C'est que les compagnies comme Apple et Fitbit réussissent à déterminer les actions qu'on est en train de faire quand on est en train de faire du sport. Et qu'est-ce que ça utilise? C'est exactement la même chose. C'est un accéléromètre à l'intérieur de la montre. Donc, par exemple, si je suis en train de faire des dumbbells, il va être capable de détecter les accélérations qui vont se produire avec la montre et être capable de déterminer une estimation du nombre de calories qui se fait. Éric, toi, tu étais à la formation Kids Jeunesse. Est-ce que vous avez fait un Fitbit avec le microbit lors de la formation? Il y a quelques bouts que j'ai dû manquer. Est-ce qu'il y a un participant qui pourrait? Rock, peux-tu confirmer? Non, on n'a pas fait de Fitbit. Alors, Rock me confirme que non, ça n'a pas. Comment créer votre propre Fitbit? Parce que pourquoi dépenser 1000 pièces sur un Apple Watch ou 600-700 pièces sur une Fitbit quand tu peux t'en faire une toi-même? Évidemment, elle n'aura pas toutes les mêmes fonctionnalités, mais juste pour calculer tes pas et déterminer tes calories, c'est quand même vraiment cool que les élèves réussissent à programmer ça. OK, je vais juste aller voir si on a la majorité des participants qui ont mis un crochet vert. Si vous ne l'avez pas encore mis, peut-être visez moins grand. Mettez 3-4 événements au lieu de 5-6 ou au lieu de 7-8, juste pour qu'on puisse s'assurer qu'on peut continuer parce que je veux vous en donner le plus possible pour votre argent des idées. Donc, oui, je vois des crochets verts partout. On continue. Awesome. J'aime ça. Pas de perte de temps. Donc, maintenant qu'on a fait ça, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler avec l'aspect radio. Quand j'ai parlé à Eric, il m'avait mentionné que c'est un aspect qui n'avait pas été beaucoup touché dans la formation originale. Donc, ça ajoute beaucoup à ce qu'on peut faire avec un microbit. Donc, la fonction radio, en gros, qu'est-ce que ça fait? Laissez-moi juste allumer ma caméra pour que vous puissiez voir. J'ai deux microbits ici. Et ça me permet d'avoir un microbit qui va envoyer de l'information et un microbit qui va recevoir de l'information. Donc, évidemment, il faut programmer les deux microbits séparés. Si vous voulez être cool dans la salle de classe, moi, souvent, je vais appeler ça une machine à Snapchat. Hein? Je dis, hey, ça va être un moyen d'envoyer des messages secrets à tes amis, puis le prof le voit pas. J'aime bien ça faire des petites blagues comme ça, où ça pourrait te permettre d'envoyer des réponses à tes amis sans fil. Puis juste le fait, c'est pas vraiment Snapchat, on s'entend, mais juste le fait que j'appelle ça une machine à Snapchat, les enfants trouvent ça déjà plus intéressant, ou une machine à iMessage ou à texter, ils trouvent ça plus cool. Donc, ici, je me suis créé des événements. Maintenant, je veux envoyer cette information-là vers l'autre microbit. Donc, autrement dit, mon premier microbit va être un microbit qui va être un déclencheur et celui-là va recevoir des messages. Quand je suis avec des élèves plus vieux aussi, je lui dis c'est un bon moyen pour la Saint-Valentin d'envoyer des petits messages d'amour à ton amour parce que tu peux te préprogrammer des messages, les cliquer ici, puis ils vont apparaître sur l'écran de ton amoureux ou de ton amoureuse. À noter aussi que c'est bidirectionnel. Donc, je pourrais faire de la programmation d'envoi avec un microbit et de réception avec l'autre. Et en même temps, le microbit qui envoie pourrait aussi recevoir de l'information. Fait que c'est pas obligé d'être de l'amour dans un seul sens. Ça peut se produire bidirectionnel. Donc, pour ça, on va aller dans l'onglet radio. Donc, je vous invite à aller dans l'onglet radio, vous aussi. Et vous allez voir qu'une des choses qui est dans l'onglet radio, c'est de choisir le groupe. Donc, radio, définir le groupe. Ça, c'est une des premières choses à faire. Parce que si vous ne faites pas ça, tous vos microbits risquent d'envoyer de l'information à tous les microbits. Imaginez dans une salle de classe, si tu as un microbit qui envoie de l'information à 20 autres microbits. Ça pourrait être utile dans le cas d'une machine où ce qu'on veut faire voter les élèves, ce que je vous appelais le clicker. Mais pour se faire une machine à Snapchat secrète, on s'en vient ici, et ça, on va le mettre une fois au démarrage. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça définit un groupe de clavardage à l'aide des microbits. Et là, on peut choisir n'importe quel nom entre 0 et 255.
La chance que deux groupes d'élèves choisissent exactement le même nombre est quand même assez faible. Moi, pour le plaisir, je vais y aller avec le groupe 13. J'aime ça être malchanceux. Donc, je vais y aller avec le groupe 13. Et évidemment, même si vous choisissez le groupe 13 dans ce moment, ce ne sera pas un problème parce que la chance que les ondes réussissent à partir de l'Allemagne et se rendent jusqu'en Alberta, il y a très peu de risques. Donc, on est correct, mais en salle de classe, c'est important que chaque groupe sélectionne son propre numéro de groupe. Et ça, on le fait au démarrage parce qu'on veut que dès que tu démarres le microbit, il assigne un numéro de groupe au microbit. Maintenant, là, on veut envoyer de l'information. Donc, vous voyez que si je viens dans radio, vous pouvez envoyer une chaîne de caractères par radio. Donc là, au lieu d'afficher le texte, mon oncle Gérard, je vais envoyer mon oncle Gérard, ici, je vais même mettre ça à poubelle, j'en ai plus besoin, je vais envoyer ça par radio. Et là, disons que ma tante Ginette, au lieu de l'afficher sur mon écran, je vais tout simplement envoyer par radio, lorsque j'appuie sur B, ma tante Ginette. Et lorsque j'appuie sur A plus B, par radio, je vais envoyer la chaîne de caractères. Et quand on parle de chaîne, là, c'est une traduction de l'anglais du mot string. C'est une chaîne de caractères. Je vais envoyer Fido. Là, si on teste ça, vous allez me dire, oui, mais Dominique, ton projet, il est full plat. Parce que, regardez, j'appuie sur A, il n'y a rien qui se passe. B, il n'y a rien qui se passe. Mais vous voyez qu'il y a un deuxième microbit qui apparaît. Et sur ce deuxième microbit-là, c'est là qu'apparaîtrait l'information. Mais là, le deuxième microbit n'est pas encore programmé. Donc, je dois programmer aussi le deuxième microbit. Donc, ce que je vais faire, je vais appeler ce projet-là envoi pour envoyer. Envoi, je vais l'appeler Snapchat envoi. C'est important de donner des noms qu'on va se souvenir. Je le sauvegarde et je le télécharge sur mon microbit. Donc, donnez-moi un instant, je vais prendre le temps de le télécharger et vous m'avez dit que vous connaissez la procédure, donc ça devrait être facile. Donc, si je viens ici sur mon répertoire téléchargement, ici, et là, je vais tout simplement venir chercher le petit fichier ici et je vais l'apporter sur mon microbit qui n'est pas encore apparu. OK, je vais m'assurer que le microbit apparaît. Donnez-moi un instant. Donc, j'apporte ça sur mon microbit. 3, 2, 1. C'est téléchargé, ou presque. OK, ça l'est. Donc, maintenant, si on revient à nos moutons, si on revient à ce qu'on était en train de faire, ça ici, c'est mon microbit d'envoi. Maintenant, je vais venir me créer un nouveau fichier. Et ça va être mon Snapchat de réception. Je lui donne un nom. Est-ce que quelqu'un, tout de suite, pourrait venir me dire dans le clavier quelle est la première étape que je dois aller faire pour mon Snapchat de réception? Je vois qu'Andréane est toute keener, est en train de nous écrire qu'est-ce qu'on est censé faire pour notre première étape du Snapchat de réception. Je vous donne un indice. Je veux pas que 1000 microbits reçoivent l'information. Je veux que ce soit juste le microbit de mon amoureux ou de mon amoureuse. Je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité. Bravo Nathalie, je m'en viens chercher dans Radio ici et je viens chercher Radio définir le groupe et je vais le définir dans mon cas au groupe 13 parce que mon autre microbit est défini au groupe 13. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer des réceptions de radio. Donc, lorsque je reçois une string, donc je suis venu ici dans Radio et j'ai choisi quand une donnée est reçue par onde radio, received string. Donc, ça, c'est la string qui va être reçue. Je vais venir ici et je vais venir afficher le texte,
Mais là, au lieu d'afficher n'importe quel texte, je vais venir dans mes variables et je vais venir afficher receive string. Donc, si c'est allé trop vite, je le reprends un petit peu lentement. Je viens dans radio. Je viens chercher quand une donnée est reçue par onde radio, receive string. Fait que ça va être l'élément déclencheur. Ça va afficher du texte seulement s'il reçoit de l'information. Maintenant, j'affiche du texte, mais là, au lieu d'écrire manuellement le texte, je suis venu chercher la variable qui s'appelle receive string. La variable receive string, elle correspond au texte qui a été envoyé. Je suis prêt à télécharger ça vers mon autre microbit. Donc là, je me dépêche de débrancher ce microbit-là et d'en brancher un autre. Je télécharge et je vous fais la démonstration sur la webcam. Je pense que vous allez être flabbergasted. Ça sera pas long. Donc, télécharger. OK. Et là, je viens sur mon ordinateur le copier. Donc, j'ai mon fichier ici qui s'appelle Snapchat recevoir. Je l'envoie vers le microbit. 3, 2, 1, ça se copie. Et voilà. Je le débranche. Et là, get ready for the magic. Préparez-vous pour l'élément le plus magique au monde. Si vous n'avez jamais vu ça, deux microbits qui communiquent ensemble. Donc, j'ai deux microbits ici. Mon microbit vert est mon élément déclencheur. Mon microbit jaune ou rouge est mon récepteur. Donc, lorsque j'appuie sur 1, vous voyez que le message est transmis à l'autre. Donc, ça se fait sans fil. Maintenant, une des choses ce qui est important pour les élèves, c'est que souvent, ça ne donne pas de feedback. Donc, vous voyez que, par exemple, je vais juste vous montrer, là. Je vais attendre qu'il ait fini de l'écrire, là, parce que c'est pas mal long, le nom que j'ai mis. Donc, quand j'appuie sur 1 ici, c'est celui-là, oui. Donc, vous voyez que j'ai appuyé sur ce bouton-là et ça apparaît ici. Malheureusement, j'ai pas de feedback me disant que mon ami a reçu le message. Donc, c'est là que ça pourrait être intéressant si je reviens dans la programmation du envoi. Donc, Snapchat envoi. Juste de mettre peut-être un petit son cute, un petit buzz, quelque chose pour dire que le message est envoyé ou ça pourrait être juste quelque chose comme ça. Message d'amour envoyé. Comme ça indique à l'envoyeur, parce que sans ça, son microbit, il fait absolument rien. C'est très abstrait d'envoyer de l'information. Ça vient confirmer. Fait que là, si j'appuie sur A, ça me fait un petit son, puis ça me dit message envoyé, et mon ami sur l'autre microbit va voir la réception. Je pense que j'ai une question dans le clavier, donc je vais aller voir ça. Ouais, les élèves vont adorer, puis en fait, je veux que vous alliez, parce que là, je vous donne du temps, je veux que vous alliez plus loin que j'ai fait. Là, ici, vous voyez que j'ai envoyé des mots. Par contre, une des forces du microbit, c'est d'être capable d'envoyer des emojis. Donc, si je reviens ici, dans mon réception, dans mon Snapchat à recevoir, au lieu d'afficher juste du texte, ça serait-tu cool si, au lieu de ça, je pourrais afficher des emojis. Des emojis, là, il y en a beaucoup aussi ici, dans les icônes. Vous en avez déjà toutes faites, qui sont quand même pas mal cute. Fait que, tu sais, si je suis amoureux, si je suis triste, je pourrais envoyer mes émotions. En fait, j'ai même, tu sais, j'aime ça des contextes authentiques. Fait que j'ai même montré à des élèves, je vous ai expliqué, par exemple, qu'on avait des élèves qui étaient autistes dans la classe, qui avaient de la misère à exprimer leur feeling à haute voix, mais de leur inventer une machine qui permettrait de dire à l'enseignante ou à l'enseignant ses émotions. Fait un petit peu avec une genre de machine à envoyer des emojis. Maintenant, juste, parce que je veux pas vous donner toutes les réponses, je veux que vous le réalisiez vous-même.
Mais vous voyez que du string, du texte, tu peux l'envoyer directement. Une autre chose que tu peux envoyer directement, si je reviens dans le Snapchat Envoi, vous voyez que ça vous prend 2 programmes ici. Vous pouvez aussi envoyer des receive string, vous pouvez envoyer des nombres. OK? Comme je pourrais envoyer un nombre par radio, envoyer le nombre 5, et ensuite afficher ce nombre-là sur l'autre microbit. Par contre, ça manque un peu de punch. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée, puis je vous invite à l'écrire dans le clavier ou allumer votre micro, comment est-ce que je pourrais utiliser envoyer nombre ou envoyer string, mais pour afficher un emoji? Parce que je ne peux pas envoyer le contenu de l'emoji. Wink, wink. Je devrais voir du monde en train d'écrire, là, ou parler. Ou indiquez-moi si je vous ai totalement perdu. Je voulais juste te dire, Dominique, que ça a coupé à certains moments. Éric, Donc, est-ce que tout le peut-être monde que les gens t'ont comprend perdu, en mais par crochet vert, ceux qui ont bien compris la commande de Dominique. Crochet vert, c'était clair, crochet rouge, peut-être. Je vais arrêter le partage pour poser la question. Donc, la question, c'est que je ne peux pas, là, j'ai éteint le partage d'écran, ça devrait prendre moins de bande passante. Je ne peux malheureusement pas envoyer un emoji à mon ami. Comme, informatiquement, je ne peux pas envoyer un emoji. Je peux envoyer juste un nom ou une string de texte, une chaîne de caractères. Comment est-ce que je pourrais envoyer un emoji à mon ami, donc envoyer quelque chose de mon microbit, et que mon ami le reçoive, mais que lui, ça affiche le emoji que moi, je voulais lui envoyer. Donc, si je veux y envoyer un cœur à mon amoureux ou amoureuse, l'autre personne reçoit un cœur, mais sachez qu'il n'y a pas moyen d'envoyer cœur, l'image cœur, à distance. On peut juste envoyer des nombres ou du texte. Ah, je vois que plusieurs personnes sont en train d'écrire. Pas tout le monde est mort. Donc, je vois Azedine qui dit envoyer image. Par contre, si on va dans l'écran de radio, il n'y a pas vraiment rien qui s'appelle envoyer image. Il y a juste envoyer nombre ou envoyer une chaîne de caractères. Rock, je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité. En fait, ce qu'on va envoyer, c'est qu'on va envoyer un nombre et l'autre microbit va recevoir ce nombre-là et en fonction du nombre, va afficher le emoji. Fait que, par exemple, si je choisis que A, ça envoie un cœur et B, ça envoie un personnage triste. Donc, je suis tout amoureux ou je suis triste. Ben, disons que je choisis que ça va être 1 et 2. Ben, si j'envoie 1, alors l'autre microbit va afficher un cœur. Si j'envoie 2, alors l'autre microbit va afficher un bonhomme qui est triste. Donc, vous voyez qu'en faisant ça, ça nous permet de transmettre l'image sans vraiment transmettre l'image. Enfin, au niveau de la bande passante, on envoie juste un petit chiffre, 1 ou 2. That's it. Donc, si vous voulez le réaliser, si je suis dans mon envoi ici, j'enverrai, disons, le nombre 1, dans ce cas-ci. Et ici, je pourrais, disons, envoyer le nombre 2. Ton partage d'écran est désactivé encore. Envoyer le nombre 2. Merci beaucoup. C'est pour ça que tu es là, hein? Absolument. Faut me rappeler quand je vis des actes de vieillesse.
Puis je vais fermer le partage. Non, je vais arrêter le partage de la caméra. OK. Donne-moi un instant. Ça va être réglé. Je viens de réaliser mon erreur. OK. Fait que là, le partage d'écran devrait être on et le partage de la caméra, je le ferme pour limiter la bande passante. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai choisi envoyer le nombre 1 s'il est incliné à gauche, envoyer le nombre 2 s'il est incliné à droite. Donc, ça envoie juste un nombre. De l'autre côté, je reviens dans Accueil, je reviens dans mon Snapchat qui reçoit. Et là, ce que je peux faire, c'est que lorsque je reçois un nom, dans Radio, lorsque je reçois un nom, et là, c'est là qu'on va aller chercher la logique. Si est égal. Donc, quand on fait une condition, on vient se chercher juste ici dans la logique un égal. Donc, quand une donnée est reçue par onde radio, receive number, si le nombre, donc ça va être mon receive number, si mon nombre est égal à 1, pardon, voyons. Si le nombre reçu est égal, voyons, désolé, je ne place pas mes choses au bon endroit. OK. Si le nombre est égal à 1, alors faites l'emoji. Si le nombre est égal à 2, faites un autre emoji. Mais vous imaginez qu'on pourrait en avoir plusieurs. Et une des choses aussi, si vous voulez vraiment être cool avec vos élèves, vous savez que maintenant, ce qui est très à la mode sur les iPhones, c'est les animojis, c'est-à-dire des emojis animés. Évidemment, on n'atteindra pas la qualité d'un animoji qu'on aurait sur un iPhone, mais il n'y a rien qui vous empêche de créer des emojis animés. Et pour créer des emojis animés, ce qu'on fait, c'est qu'on pourrait, par exemple, faire bonhomme sourire et tout de suite après faire, par exemple, bonhomme triste. Et ça va créer une animation où le bonhomme va sourire et ensuite devenir triste. Ça rend ça encore plus personnel. Tu pourrais faire, par exemple, un œil qui va faire un clin d'œil, un wink. Donc ça, c'est l'idée de créer des animations. Fait que ça serait en utilisant un receive number. Je pense que j'ai une question dans le clavier, donc je vais aller voir quelle est la question. Super Eric dit logique, je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour essayer de faire un programme soit qui envoie du texte ou soit qui envoie un animoji. Si vous n'avez pas 2 microbits en votre possession en ce moment, faites juste tester de créer le programme envoyer et de tester de créer le programme recevoir pour voir qu'est-ce que ça donne avec juste avec le simulateur. Et puis quand vous aurez accès à 2 microbits, là, je vous dis, c'est vraiment le genre de projet qui vient beaucoup chercher les élèves. Si je vous ai totalement perdu, je vais y aller avec le projet Fitbits après parce que c'est quand même un projet qui est très facile. Puis après ça, je vais vous présenter un autre projet récemment que j'ai intégré dans les formations qui vient beaucoup chercher, surtout si vous enseignez maths ou sciences, là, ça vient beaucoup chercher ces concepts-là. Donc là, on se donne un petit 5 à 10 minutes pour que vous ayez le temps d'explorer dans le logiciel quand une donnée est envoyée, quand une donnée est reçue. Et moi, je demeure disponible dans le clavier ou à voix haute pour vous appuyer là-dessus. Je peux aussi juste prendre le temps de laisser à l'écran le Snapchat envoie. Comme ça, vous avez l'information. Et je peux switcher aussi, basculer au Snapchat recevoir s'il y en a qui me font signe que c'est ça que vous voulez voir pour avoir un petit peu d'aide. Fait que je vous laisse le temps de vous amuser un petit peu puis de tester ça pendant que je suis là pour vous appuyer. Ça donne très très bien, Eric, vu qu'on est en période de travail. N'hésitez pas là, à lever la main, me faire signe si vous êtes tout pris, que ça avance pas.
ça me fait plaisir de vous appuyer. Mais je pense que vous allez voir vraiment de l'émerveillement. Puis là, c'était pas aussi impressionnant parce que je les avais un à côté de l'autre. Mais imaginez quand vos élèves sont d'un bout à l'autre de la salle, puis ils peuvent s'envoyer des emojis ou des petits messages, là. Vraiment, les yeux s'illuminent. C'est quasiment de la magie. Pourtant, on est à l'époque du texting et du Snapchat, puis pour eux autres, c'est vraiment magique. Il a réussi à programmer ça. Je vous laisse du temps. Donc, je vois une question. C'est une très, très bonne question. J'ai jamais testé la distance maximale, mais je réussis facilement à le faire dans une salle de classe de taille régulière, là. Je ne sais pas si on réussirait à le faire là, à travers des murs de béton. Euh, D'après ce que je peux comprendre, ça utilise la technique, la technologie Bluetooth pour faire cette radio-là. Donc, habituellement, le Bluetooth, on sait quand même, ça doit être à une distance, là, je dirais quelques mètres, hein, une dizaine de mètres max, là. Mais je l'ai jamais testé comme tel, mais j'ai jamais eu de problème où ça fonctionnait pas à l'intérieur d'une classe. Oui, je l'ai utilisé avec les Chromebooks et vu que c'est juste un interface web et ça utilise le port USB, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très, très bien. Fait que j'ai pas eu de problème à date avec les Chromebooks. C'est des ordi quand même un petit peu plus lents, je trouve, au niveau du power, là, de la puissance du processeur. Donc, les déplacements sont pas toujours aussi fluides, surtout si c'est des plus vieux Chromebooks. Mais au niveau du fonctionnement, j'ai pas eu de problème. Ça fonctionne très, très bien dans les écoles et les conseils scolaires qui utilisaient des Chromebooks. Donc, je vois qu'on a des gens qui sont en train d'écrire. Rock et Abbas sont en train d'écrire. Donc, je vais prendre votre question. Ah, donc c'était pas une question, Nancy. C'est bien. C'est pas une question et ça confirme ce que tu dis. En passant aussi, je pense que je l'ai mentionné en début de formation, mais il existe d'autres interfaces de programmation comme MakeCode, pas comme MakeCode, comme MBlock, fonctionne bien pour le microbit. Mais la raison que j'aime MakeCode sur le web, c'est que tu n'as pas besoin de rien installer. Donc, tu n'as pas besoin d'inclure le technicien pour qu'il installe des logiciels ou des applis sur ta tablette ou rien. Ça fonctionne n'importe où. Moi, ça me permet de débarquer n'importe où dans une école avec des microbits, peu importe les ordinateurs qu'ils ont, que ce soit Windows, Mac, Chromebook, je suis prêt à commencer. Tant qu'il y a un port USB et un furteur web, ça fonctionne. Donc, c'est quand même une interface qui est très, très utilisée là, pour cette raison-là, vu que c'est tellement versatile. Et les mises à jour se font automatiquement aussi. Donc, quand je vous dis là, toutes les nouveautés qu'on a eues dans les 2, 3 derniers jours,
ben ça s'est fait automatiquement. Dès qu'on charge le logiciel de nouveau, c'est automatiquement disponible. Si vous pouviez juste m'indiquer avec le crochet vert ou le X rouge, si vous sentez que vous comprenez bien la façon d'envoyer et de recevoir soit du texte, des nombres, ou d'utiliser les nombres pour envoyer, par exemple, des images, faites le crochet vert. Si vous avez des questions, faites-moi le X rouge et n'hésitez pas à m'inscrire la question dans le clavardoir. Comme ça va m'indiquer est-ce que je peux passer à autre chose ou est-ce que ça, c'est bien compris. Donc, à date, je vois 2 crochets verts qui m'indiquent que je peux passer à autre chose. Il y a une question de basse, par contre, dans la fenêtre de conversation. Donc, les connecteurs en bas du microbit, excellente question. On les utilise évidemment pour les haut-parleurs, mais on peut les utiliser pour n'importe quel capteur. Et c'est un avantage du microbit. Si vous avez par exemple utilisé une plateforme comme les Lego Mindstorms, les capteurs coûtent cher. Tu sais, Lego vont nous vendre un capteur 35, 40, 50 pièces pour un petit capteur à ultrasons. Tandis qu'avec le microbit, ça te permet d'aller chercher des petits capteurs pas chers en Chine ou sur Amazon.ca. Et c'est là que tu les brancherais au ground et à une des pins. Et quand on parle d'entrée, hein, vous voyez que ici des entrées, c'est là que on a les broches ici. Donc, ça me permettrait d'aller chercher de l'information directement des broches. Donc, lorsqu'une broche est activée, c'est-à-dire lorsque, par exemple, la broche 0 serait appuyée, je pourrais m'ajouter un petit interrupteur, par exemple, externe, qui serait branché entre la broche P0 et le ground. Donc, lorsque cette broche-là serait activée, ça afficherait l'information. Puis, si vous voyez, ici, ça me permet d'aller chercher plus d'informations aussi. Donc, lorsque c'est relâché, et une des choses aussi que vous allez remarquer, c'est que, et c'est un des prochains sujets que je veux traiter, c'est qu'il y a des capteurs déjà inclus sans que vous ayez besoin des attacher aux broches. Donc, parmi les capteurs qui sont déjà inclus, là, je vais juste vérifier avant s'il y a encore des questions sur l'envoi d'informations. Donc, Céline, Hélène et Nancy, si vous pouvez me mentionner juste avec un crochet vert si je peux passer à autre chose, ou avec un X rouge, j'ai une question s'il y a encore des questions sur l'envoi et la réception d'informations d'un microbit à l'autre. OK, ça me semble vert partout. Excellent. Donc, si vous venez ici dans les entrées, vous allez voir qu'il y a plusieurs entrées qui sont déjà incluses dedans, comme l'accélération, l'intensité lumineuse, la direction de la boussole en degrés. Donc, vous avez vraiment une boussole à l'intérieur de ça qui est capable de détecter là, nord, sud, est, ouest, la température. Vous avez la force magnétique qui est incluse là-dedans. Donc, le temps d'exécution, ça pourrait être utilisé, par exemple, pour calculer le temps d'un jeu. Donc, si le temps d'exécution a dépassé 3000 millisecondes, plus que 3000, 30 000 millisecondes, 30 000 millisecondes, qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait 30 secondes. Alors, arrête le jeu, affiche le pointage. Donc, ça serait le temps d'exécution du programme. Fait que c'est comme tous des petits capteurs qui existent ici qui peuvent être utilisés. En passant, la formation aujourd'hui porte sur le microbit. Par contre, je ne veux pas faire de la publicité pour d'autres produits, mais je veux juste vous le mentionner. Si vous cherchez le même genre d'appareil, mais qui a plus de capteurs intégrés, ma suggestion serait le Circuit Playground Express, qui est ici. Puis je vais vous envoyer le lien aussi, c'est celui-ci. Le défaut, c'est qu'il n'y a pas de petit écran. Il y a des lumières tout le tour, mais il n'y a pas de petit écran comme on est habitué. Par contre, il y a beaucoup plus de capteurs intégrés. Donc, tu n'as pas besoin d'attacher grand-chose aux broches. Tu sais, des capteurs de distance, des capteurs de luminosité, des choses comme ça. Tu en as plus qui sont intégrés sur un circuit. Tandis que le microbit, on en a quelques-uns, mais si on en veut d'autres, c'est là qu'il faut les brancher aux broches. Donc, quels capteurs sont installés sur le microbit? Comme on vient de mentionner, là, c'est surtout température, accéléromètre, force magnétique, la boussole. Ça, ce sont principalement les capteurs qui se retrouvent sur un microbit. Celui-là qu'on va utiliser dans la prochaine activité, c'est le capteur de température qui est capable d'afficher la température. D'ailleurs, juste pour vous montrer,
je vais me créer un nouveau projet ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que lorsque j'appuie sur le bouton A, je vais afficher un nombre. Mais le nombre que je vais afficher ici, c'est dans mes capteurs et je vais afficher la température. Donc, si j'appuie sur le bouton A, ça va m'afficher la température qu'il détecte. Donc, dans ce cas-ci, dans la salle où je suis, il détecte qu'il fait 21 degrés Celsius. Donc, vous avez le petit thermomètre qui est intégré à l'appareil. Une autre chose que je veux vous montrer aussi, c'est que c'est possible de faire des mathématiques avec le microbit. Donc, par exemple, tu pourrais, par exemple, additionner deux nombres. Donc, quand j'affiche des nombres, je pourrais dire affiche 5 plus 7. Donc, si je fais ça, vous voyez que maintenant, il m'affiche 12 au lieu d'afficher 5 plus 7. Par contre, certaines des choses ici, ou toutes les choses, pourraient être des variables. Donc, je pourrais, par exemple, venir chercher une information. Donc, ici, par exemple, au lieu de montrer, disons, la direction de la boussole, disons que je fais la direction de la boussole en degrés, vous voyez que maintenant, il me dit que ma boussole est à 90 degrés. Mais disons que moi, je voudrais utiliser ça pour donner un pointage à l'élève. Donc, moi, je voudrais que ça soit par rapport à 360. Donc, je pourrais dire, par exemple, je veux que tu m'affiches en mathématiques une division de la boussole. Voyons, ça ne sera pas bien long. Donc, direction de la boussole divisé par 360. Donc, maintenant, si j'apporte ça, et je le place juste ici à la place du 0, là, maintenant, si j'appuie sur mon bouton A, vous voyez qu'il m'affiche 0,25 parce que la direction de la boussole est à 90 par rapport à 360, donc est à 0,25 ou un quart de tour par rapport au cercle complet. Donc, vous voyez que vous pouvez prendre l'information des capteurs et la modifier en utilisant les mathématiques. Donc, le gros projet que je vous donne en ce moment, c'est qu'on s'imagine qu'on est en train de programmer un microbit pour des Américains. Et ils sont tellement weird, ces Américains-là, qu'ils sont pas capables de comprendre les degrés Celsius. Ils sont vraiment bizarres. Donc, étant donné que le capteur du microbit nous donne l'information en degrés Celsius, ce que je veux que vous me fassiez, je veux que vous me programmiez un microbit de manière à ce qu'il affiche la température en super Fahrenheit pour nos espèces d'amis américains. Est-ce que la tâche est claire? Un petit crochet vert si c'est clair, un petit X rouge si vous avez besoin de plus de precision. Ça a coupé de mon côté. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les participants. Dans le fond, je vais répéter la consigne de Dominique. C'est de programmer le microbit pour que la température, finalement, donne les degrés Fahrenheit à partir des degrés Celsius. Parce que le capteur donne la température en degrés Celsius, mais il la veut en degrés Fahrenheit. Oui. Et pour y arriver, vous allez évidemment avoir besoin d'utiliser les mathématiques, aller chercher l'information du capteur et utiliser les mathématiques pour y arriver. Ça se peut que vous soyez obligé de faire un petit Google search aussi pour voir quelle est la formule qu'on utilise pour la conversion des degrés Celsius vers les degrés Fahrenheit. Et ça, je vous la donne pas. Vous êtes tous capables de googler cette information-là pour créer votre formule. S'il y en a qui ont besoin de plus de précision, n'hésitez pas à mettre un X rouge ou à me l'écrire dans le clavatoire. Je vous donne un petit 5 minutes pour réaliser cette tâche, puis après ça, on va regarder ensemble comment. Si jamais il y a des questions sur la consigne, n'hésitez pas, la fenêtre de clavardage est là pour ça.
Donc, je vois que Céline est en train de nous rédiger une question. Ah, OK, parfait. Donc, j'ai rien affiché à l'écran en ce moment, mais ce que je veux que vous travailler, c'est justement le projet sur Fahrenheit et Celsius. Si vous voulez que je réaffiche ce que j'avais commencé à l'écran, je peux vous l'afficher. Donnez-moi un instant. Donc là, je vous l'avais fait avec la direction de la boussole parce que je voulais pas vous donner toutes les réponses. Donc souvent avec les élèves, je vais faire un programme similaire, peut-être pas exactement ce que je veux qu'ils fassent, pour les amener à penser par eux-mêmes. Donc vous voyez qu'ici, je faisais juste la fraction ou le nombre décimal qui correspondait à ma direction de la boussole par rapport au cercle. Donc, j'utilisais les mêmes choses où j'allais chercher un capteur et j'avais des mathématiques à faire, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, ce que je vous invite, c'est pas toujours c'est d'essayer de trouver quelque chose qui est parallèle à ce que l'enfant doit faire, mais pas exactement la même chose. Donc, je vois qu'Hélène est en train d'écrire. Oui, donc malheureusement, vu que c'est une interface créée par Microsoft et des anglophones, même si on a choisi la version française, il faut malheureusement utiliser le point pour que ça fonctionne. Oui. Donc, c'est bon de le savoir, c'est bon que vous l'ayez vécu ici. Comme ça, si vos élèves sont pris, vous pouvez les aider. C'est pas mal toujours vrai en programmation. Si vous programmez avec les Mindstorms, dépendant du système d'opération et de la version du logiciel que vous avez installé, des fois, il va accepter la virgule, des fois, il va accepter juste le point. Fait que je fais tester les élèves là. Une des questions qui arrive souvent, spécifiquement dans le projet que je viens de vous donner aussi, c'est est-ce que ça tient bien compte de la priorité des opérations? Et je pense que vous allez découvrir un petit peu en utilisant les fonctions mathématiques, voir comment se fait cette priorité des opérations-là. Donc, si vous pensez avoir réussi à créer la machine qui permet de convertir les Celsius en Fahrenheit, veuillez nous mettre un crochet vert. Je pense que, Eric, si tu peux nous resetter les crochets. OK. Donc, Eric vient de resetter les crochets. S'il peut mettre un crochet vert si vous avez réussi le projet. Et puis, on va procéder à la correction pour ceux qui ont peut-être pas bien réussi à y arriver. Et donc, j'attends encore la confirmation de quelques-uns d'entre vous. Si vous pouvez me la mettre dans le clavatoire, puis on va procéder. Je présume que si vous n'avez pas encore répondu, c'est que vous êtes probablement en pleine programmation, concentré, fait que vous pensez même plus être dans le clavatoire, vous êtes en train de coder là, dans votre interface. OK, donc à date, c'est moitié-moitié notre succès. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez le droit à l'erreur, c'est la magie de la programmation.
intervention intéressante de Nathalie. Je n'arrive pas à faire la partie avec l'addition de 30. OK. Donc, parfait. On va voir comment faire ça. Donc, si vous voulez bien regarder à l'écran, Éric, tu me confirmes que je suis en train de partager mon écran? Oui, Dominique. Parfait. Donc, je vais montrer un nombre, mais ici, le nombre que je veux montrer, ce n'est évidemment pas la boussole. Donc, je vais me créer un nouveau bouton. Vous pouvez le faire sur votre bouton A si vous voulez, mais moi, j'ai déjà utilisé le bouton A pour la boussole, donc je vais utiliser le bouton B pour ma température. Évidemment, on veut montrer le nom. Et quand je vous dis, tu sais, je vous ai dit au début de la formation, segmenter la tâche. La première chose à faire, suis-tu capable d'afficher ma valeur du capteur? J'essaye, j'appuie sur B, 21 degrés Celsius, ça fonctionne, c'est good to go. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, j'ai googlé la formule et je me suis aperçu que selon la formule, je dois multiplier par 9 cinquièmes et ensuite ajouter 32. Donc, je dois prendre la température en Celsius, la multiplier par 9 cinquièmes et ensuite ajouter 32. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine priorité des opérations ici. Le plus 32, on va le faire par la suite. Donc, je vais y aller petite bouchée par petite bouchée, step by step. Je vais venir dans mes maths et là, je vais venir chercher ma multiplication. Donc, je vais venir multiplier et je veux multiplier la température. Donc, je vais m'assurer que je viens mettre température dans mon premier ici. Donc, je multiplie la température et là, je veux multiplier par 5 neuvièmes. Donc, je vais venir me chercher une division parce qu'on sait qu'une fraction, c'est une division. Vous voyez qu'on peut venir chercher, tu sais, on fait des maths en même temps, on fait le sens de la fraction ici. Donc, ça ici, c'est 5 neuvièmes. Des fois, il est un petit peu finicky au niveau de comment est-ce qu'on place nos tuiles. Donc, là, à date, la première partie est faite, puis je pense que Hélène qui disait qu'elle n'était pas capable d'ajouter le plus 32, je présume que tu t'étais rendu jusqu'à cette étape-là. Ou Nathalie. Est-ce que c'est bien le cas, Nathalie, tu as réussi à te rendre jusqu'à cette étape-là? Si j'affiche en appuyant sur B, maintenant, vous voyez que ça me donnera plus 21. Ça me donne 11,67. Parce que j'ai pas encore ajouté mon plus 32. Donc, maintenant, pour ajouter le plus 32, ce que je dois faire, là, je sais pas comment venir le placer. Donc, ma suggestion, c'est que je vais sortir tout ça que j'ai ici, tout ça, et là, je viens mettre une addition. Donc, je vais venir dans mes mathématiques, chercher une addition. Et là, qu'est-ce que je veux additionner? Je veux additionner cette valeur-là totale, plus 32. Donc, vous voyez qu'on y va petite étape par petite étape. Donc, tout ça que j'ai ici en bas, ma température multipliée par 5 neuvièmes, je vais prendre tout ça, oups, tout ça, je vais venir placer ici, et je vais faire plus 32. Là, si j'appuie sur B, maintenant, ça me donne 43,67. Et si je teste ça, je vais rentrer ça sur Google, 21 degrés en Fahrenheit me donne donc ça me donne 69. Je pense que j'ai pas la bonne valeur ici. Donc, on va faire le test encore une fois. Donc là, vous voyez qu'on a une erreur. Donc, il faut trouver quelle est notre erreur. Et notre erreur, elle est probablement ici. Ah, excuse, c'est ma stupidité, puis il n'y a personne qui a rien dit dans le clavier. Oh, ma vieillesse, c'est 9 cinquièmes, c'est pas 5 neuvièmes. C'est le 5 neuvièmes, c'est pour faire le contraire. Il n'y a personne qui a dit, Dominique, t'es stupide, t'as fait une erreur de fou. Mais c'est correct, j'ai le droit à l'erreur, on est en programmation. Et vous voyez que maintenant, j'ai le goût de m'embrasser moi-même, 69,8 Fahrenheit. Ah, Rock, il avait pensé, mais il l'avait pas dit. Il voulait que je trouve moi-même mon erreur. Et là, ça pourrait être cute d'ajouter un petit F après. Donc, je pourrais utiliser, par exemple, un montrer texte ici.
pour ajouter mon petit texte. Donc, si je pourrais afficher du texte ici et afficher le F pour montrer que ce sont des Fahrenheit. Donc maintenant, si je l'essaye, j'ai 69,8 Fahrenheit. Donc, ça l'ajoute. En passant, si vous voulez aller plus complexe, et ça, laissez-moi aller chercher, c'était dans quoi? C'est dans le texte avancé. Hein? Oui. Texte ici. C'est dans texte ici. Donc, c'est dans les fonctions avancées. Texte ici me permet de joindre du texte à du texte. Parce que là, vous voyez qu'il a affiché le 69, puis il a effacé l'écran, puis après ça, il a affiché le F. Ça me permettrait de joindre deux éléments de texte. Donc, je pourrais joindre, cette valeur numérique-là ici, et ici, ajouter le F, et là, mettre ma valeur numérique, et cette unité-là qui est jointe pourrait maintenant être du texte qui soit affiché avec mon texte. Est-ce que c'est clair, ça? Si ça c'est clair, la prochaine étape, c'est d'être capable d'ajouter à nos variables. Donc, je vais me créer un nouveau projet ici. Je me suis créé un nouveau projet que j'appelle... Oh non, nouveau projet. Désolé. Donc, un nouveau projet que je vais utiliser pour les variables. Donc, par exemple, disons que je voulais m'amuser à faire des suites, puis c'est super la programmation pour amener tout le concept de suite. Ce que je peux faire, c'est que je peux, par exemple, venir me mettre ici un entrée. Lorsque le bouton A est appuyé, je veux qu'il affiche un nom. Et disons que le nombre, je vais me créer une variable que je vais appeler la variable compteur, qui va compter. Donc là, vous voyez maintenant que j'ai une variable qui s'appelle compteur. Et le nombre que je vais afficher, c'est compteur. Mais ce que je veux, c'est ajouter 1 à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans variable et je vais venir changer compteur par 1. Donc, à chaque fois que je vais appuyer sur A, ça va ajouter plus 1 à ma variable et ça va afficher la variable. Donc, si je l'essaye, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Programme très simple et plat. Disons que je veux maintenant venir chercher ça ici. Et lorsque j'appuie sur le bouton B, en passant, juste pour vérifier si vous vous souvenez de votre formation précédente, est-ce que quelqu'un peut me dire en ce moment pourquoi ici, à droite, c'est grisonné? Inactif, mais pourquoi ça serait inactif, Puck ou Hélène? Enfin, pas tout à fait, parce que regarde, je vais ajouter des commandes dans mon bloc. Je vais aller montrer le nom. Et ça, c'est encore grisonné. Je vais faire changer le nom. C'est encore grisonné. Je vais mettre ma variable compteur. Tout est beau. Tout est pareil comme ici. C'est normal qu'il ne soit pas attaché au reste parce que c'est une commande. C'est lorsque j'appuie sur le bouton A. Éric, je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité. Le problème, c'est pas que c'est pas attaché au reste des choses. Je veux pas que ce soit attaché parce que c'est quand même appuyé sur le bouton. C'est un événement déclencheur. C'est un trigger. Par contre, si je viens le mettre à B, tadam! Pourquoi? C'est parce que maintenant, en étant à B, ce n'est pas la même chose. L'ordinateur se dit, wow! Si c'est appuie sur A et appuie sur A, lequel je vais faire? Ça me rend fou, je ne sais pas quoi faire. Donc, tu ne peux pas avoir le même élément déclencheur deux fois. Un élément déclencheur peut être utilisé une seule fois. Donc, Rock est en train d'écrire, on va regarder ce qu'il est en train d'écrire. Mais là, ça arrive tout le temps avec les amis, hein, les élèves en salle de classe. Ça.
Et je vais ajouter une dernière chose. Au démarrage de mon microbit, je vais venir mettre ma variable, donc définir ma variable compteur à 0. Juste pour que quand je démarre mon microbit, il part à 0. Donc là, vous voyez que si je viens appuyer sur A, il compte par bond de 1. Si j'appuie sur B, il compte par bond de 5. Vous voyez qu'il est rendu à 18, plus 1, 19, plus 1, 20, plus 5, il va écrire 25, etc. Donc, vous voyez que là, je viens de créer une machine à compter. Donc, juste pour récapituler, je définis mon compteur à 0 au départ. Et là, ici, à chaque fois que je appuie sur A, il ajoute 1 à ma variable et il affiche la variable. À chaque fois que j'appuie sur B, il ajoute 5 et il affiche la variable. Je pourrais même me créer un autre qui, à chaque fois que j'appuie sur A plus B, il change ma variable. Et là, regardez, je vais faire quelque chose de cool. Je vais soustraire 1. Donc, au lieu de changer par plus 1, je change par moins 1. Je vais montrer mon nombre. Et quel nombre je vais montrer? Je vais montrer le nombre compteur. Donc, maintenant, j'ai même une manière de soustraire du compteur. Ceci dit, donc là, si je l'essaye, reset, j'appuie, j'ai 1, 2, et là, vous voyez que j'ai bizarre, 18, 19, 24, ok, il y a un problème à quelque part. Changer compteur. 22. Ah, j'appuyais pas sur le bon bouton. A plus B, vous voyez que ça soustrait. J'étais en train de faire juste le bouton B. Donc, vous voyez que maintenant, à chaque fois que j'appuie sur A plus B, il est en train de soustraire 1 de ma valeur. Ceci dit, la raison que je viens de vous montrer tout ça, de créer une variable, d'être capable d'ajouter, de soustraire et de la remettre à 0 au démarrage, c'est parce qu'on est rendu au projet de se faire notre propre Fitbit. Donc, j'arrête le partage d'écran. Je reviens à la super webcam pour que vous voyez mon beau visage. Je suis là. Donc, on s'imagine que dans le fond, notre montre, notre Fitbit, à chaque fois qu'on est en train de courir ici comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça détermine, ça la secoue dans le fond. Ma montre est secouée plusieurs fois par jour à mesure que je suis en train de marcher, et c'est comme ça qu'elle peut me dire qu'en ce moment, hop, on est déjà rendu. Dans mon cas, je suis déjà rendu. J'ai 17 pas de fait depuis le début de la journée, parce qu'il est minuit et 20 ici, minuit 42 ici. Donc, elle a déterminé que j'ai fait ce mouvement-là un certain nombre de fois. Là, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre votre microbit et vous imaginez que c'est un Fitbit. Donc, l'élève va soit l'attacher sur son poignet ou va l'attacher sur sa jambe ici. Et à chaque fois que l'élève marche, donc à chaque fois que le microbit va être secoué, ça l'ajoute un pas à un compteur. Et à la fin de la journée, l'enfant devrait être capable d'appuyer sur un bouton pour afficher son nombre de pas. Donc, c'est pas obligé d'afficher le nombre de pas à chaque pas parce que tu n'es pas en train de toujours regarder ta montre pour savoir ton nombre de pas. Par contre, à la fin de la journée, tu devrais être capable d'appuyer sur un bouton et ça affiche ton nombre de pas total. Donc, je vous invite à vous créer votre propre Fitbit gratis, vraiment pas cher, 20 pièces, 500 pièces à 1000 pièces, ridicule. Donc, maintenant, on s'en fait un Fitbit pour 20 pièces. Et si vous êtes un peu plus avancé, si vous voulez la base, là, faites juste lorsque c'est secoué, ajouter plus 1, et lorsque j'appuie un bouton, montre-moi le total. N'oubliez pas de le mettre à 0, votre compteur, au début aussi. Mais si vous voulez un peu plus de punch, essayez de déterminer combien chaque pas brûle de calories et faites un autre bouton qui affiche le nombre de calories brûlées en utilisant les mathématiques. Oui, oui. Est-ce que le projet à faire est clair? Parce que je vais vous laisser un petit 5 minutes pour travailler ça par vous-même avant de tout vous révéler les réponses. Si c'est clair, cochez vert. Si ce n'est pas clair, je vais vous donner des instructions supplémentaires où je vais vous partir. Je peux vous replacer le projet que j'avais à l'écran aussi qui était
de compter par bond de 1 et par bond de 5 en appuyant les boutons. Mais là, n'oubliez pas que c'est pas appuyer les boutons qui déclenche le compte, c'est de secouer le microbit. OK, je vous raffiche à l'écran, je fais disparaître ma caméra. Un petit 5 minutes, je garde le clavardoir ouvert au cas où il y a des millions de questions. Et on va voir ce que M. Caron va nous dire. Oui, je voulais juste lui donner quelques pointeurs supplémentaires, Éric, mais tu veux que je lui donne le dernier 10 minutes, c'est ça, pour l'évaluation? En fait, il resterait 10 minutes, puis il pourrait prendre les 4 dernières minutes pour l'évaluation. Si ça... OK, parfait. Donc, chers participants, je vous invite à regarder mon écran pour qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on peut faire le Fitbit si vous ne l'avez pas réussi. Je veux juste regarder ce qu'Abbas veut nous mentionner. Pendant qu'Abbas est en train d'écrire aussi, je veux juste vous mentionner que ce qu'on a fait ici, c'est de la programmation par bloc. Les programmeurs professionnels vont plutôt faire de la programmation textuelle. Et ce qui est merveilleux avec le logiciel Microbit, c'est que vous avez la programmation par bloc ici, mais en un instant, vous pouvez aller voir le code JavaScript, donc en programmation textuelle, qui correspond à ce qu'on vient de programmer. Fait que je trouve que c'est une belle transition pour que l'élève puisse apprendre petite bouchée par petite bouchée.
Et l'élève peut modifier son code ici, comme par exemple, on pourrait commencer notre compteur à 5 et ensuite aller voir comment ça se manifeste dans le code réel ici. Fait que vous pouvez passer d'un à l'autre ici et aller voir qu'est-ce qui se passe d'un à l'autre. Ceci dit, on va se créer un nouveau projet et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le fameux projet de Fitbit. Donc, si je commence ici au démarrage, qu'est-ce que je veux faire avec ma variable que je vais appeler nombre pas? En passant, on donne toujours un nom logique à nos variables. Nombre pas, il me semble que c'est une variable logique pour indiquer le nombre de pas. Ne mettez pas d'accent ou de variable, les microbits n'aiment pas ça. Donc, pas d'accent ou d'espace, je veux dire. Donc, qu'est-ce que je devrais faire avec ma variable nombre de pas? Si vous pouvez me l'écrire dans le clavier, qu'est-ce que je dois faire pour le mettre au démarrage? Pendant que vous êtes en train d'écrire ça dans le clavier, je vais venir chercher mon entrée et ici, on s'entend que c'est lorsque le microbit est secoué qu'on va avoir un pas qui va être ajouté. Maintenant, je ne vois pas personne qui écrit. Eric est en train d'écrire. Donc, qu'est-ce que je devrais faire au démarrage avec ma variable nombre de pas? La démarrer à 0. Bravo. Donc, je vais venir ici définir le nombre de pas à 0 au démarrage. Ça arrive des fois que les élèves vont le mettre là. Et imaginez que ça ne marche pas. Parce qu'à chaque fois que tu secoues le microbit, il le remet à 0. Ça serait stupide. Donc, ça, on veut le faire seulement au démarrage. Ou des fois, il y en a qui vont le mettre par erreur dans toujours. On ne veut pas qu'ils remettent ça à 0. Ça serait stupide. Donc, il faut vraiment penser où est-ce qu'on veut mettre chaque ligne de code. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est qu'à chaque fois que je secoue le microbit, je augmente le nombre de pas de 1. Pas plus compliqué que ça. Et lorsque je vais appuyer sur le bouton A, disons, je vais montrer un nom. Et ce nombre-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ma variable nombre de pas. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, vous voyez que je redémarre le microbit. Je le shake, disons, 13 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Comme si je venais de faire 13 pas en l'ayant attaché sur ma jambe. Et là, j'appuie sur le bouton A. Et vous voyez que le nombre... Oh, j'avais fait 14 pas. Je les ai mal comptés. Désolé pour ma vieillesse. Donc, il a déterminé que j'ai fait 14 pas. Juste pour pousser ça un peu plus loin, parce que vous avez toujours des petits nerds qui peuvent aller plus loin. Disons que j'ai dans la logique ici. Je pourrais mettre un si plus grand que, si nombre de pas est plus grand que, disons, 20, affiche le texte. Wow! Bravo! Un vrai athlète. Et sinon, si c'est pas plus que 20, fais plus d'efforts demain, loser. Ah, non, on peut pas dire ça. Et là, évidemment, je ne mettrai pas un plus grand que 20 si c'est toute une journée, mais là, juste pour vous démontrer, si je redémarre mon microbit et je le shake plus que 20 fois, et là, j'appuie sur le bouton A. Donc, j'ai fait 27 pas, et là, il me dit, oh! Il me dit la mauvaise chose. J'ai fait une erreur dans mon code. Je vous invite à me dire, est-ce que quelqu'un peut déterminer quelle stupidité j'ai fait dans mon code? Je suis subjugué, Hélène, par la quintessence de ta perspicacité, donc je dois changer ce code-là à plus grand que. Et là, maintenant, si je réaffiche mon code, en appuyant sur le A, donc là, c'était 0 pas, mais là, si je redémarre ça et je fais plus qu'une vingtaine de pas, et j'appuie sur le bouton A, tu vois, j'ai fait 26 pas, et là, il me dit, wow, félicitations, Dominique, je suis subjugué par la quintessence de ton esprit athlétique, tu es awesome, fantastique.
Donc, vous voyez qu'une petite erreur dans le code, comme le symbole plus grand ou plus petit ici, peut faire toute la différence. Et des fois, c'est là que ça peut être frustrant aussi. Monsieur, ça marche pas! Il est censé me dire que je suis bon, puis il me dit que je suis un loser. Pourquoi? Mais on va bien voir le code. Et vous voyez que là, on utilise juste une variable à la fois, mais si j'avais plusieurs variables aussi, comme le nombre de calories, hein? Donc, c'est là qu'on pourrait calculer le nombre de calories aussi, ou ce que je pourrais prendre mon nombre de pas. Et là, disons qu'on détermine que chaque pas brûle 3 calories, ben je pourrais venir, puis là, je dis ça, là, c'est peut-être pas vrai, hein? Prenez pas ça pour de la science, là. Je veux pas me faire poursuivre que vous avez calculé vos calories avec ma formule, là. Mais disons que je détermine que c'est chaque pas brûle 3 calories. Je pourrais venir ici, je pourrais faire une multiplication nombre de pas multiplié par 3. Et là, ajouter le mot calorie. Tadadam! Et boum! Là, j'ai une machine à me dire non seulement le nombre de pas que j'ai fait, mais combien j'ai dépensé. Donc, en conclusion, j'espère que ça vous donne un peu plus d'assurance à utiliser le microbit. Tous ces projets-là, avec tous les corrigés, vont vous être envoyés sous peu. Je vais essayer de vous envoyer ça d'ici lundi au plus tard pour que vous puissiez refaire ces projets-là, les explorer. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Eric ou à me les envoyer. Ceci dit, quelques petits pointeurs. Vous aviez déjà fait le papier roche-papier-ciseaux avec votre formation initiale. Quand vous l'avez fait, on a juste shaké puis ça mettait roche-papier-ciseaux. Ça déterminait pas qui était le gagnant. Fait que disons que j'avais 2 microbits qui étaient shakés. Ça mettait roche-papier-ciseaux sur un, roche-papier-ciseaux sur l'autre. Mais il fallait que ce soit les humains qui déterminent qui était le gagnant. Là, maintenant que vous savez utiliser la radio, pourquoi pas envoyer l'information d'un microbit à l'autre? Et là, les microbits décident qui est le gagnant. Oh, si lui a roche et lui a ciseaux, donc c'est celui qui a roche qui va être le gagnant, etc. Donc ça, c'est des exemples d'idées de projets où vous pouvez aller plus loin en utilisant l'aspect radio de ces choses-là. Quand je vous parlais, juste pour vous donner un petit pointeur, de la machine à envoyer tes réponses vers le prof. Donc, tous les microbits des élèves seraient des envoyeurs. Le microbit du prof serait un receveur. Et là, je pourrais dire, vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite, ce sont mes options A, B, C et D. Et quand j'ai mis mon option, j'appuie, disons, sur le bouton. Et ça envoie la réponse. Donc, if, il est penché vers la droite et le bouton est appuyé. Then, send cette information-là au prof. Et le prof reçoit toutes ces choses-là et il additionne dans une variable le nombre de A, de B, de C et de D qu'il reçoit. Et ensuite, affiche la réponse la plus fréquente des élèves. Ça serait un exemple de projet qui pourrait être fait. Donc, j'espère que ça vous donne les projets. En conclusion, je sais qu'Éric vous a donné le lien vers le sondage. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions finales sur ce qui a été présenté ou des commentaires finaux? N'hésitez pas à les inscrire dans la fenêtre de conversation. Pendant que les gens écrivent dans la fenêtre de clavardage, Dominique, écoute, un gros merci au nom du consortium provincial francophone. Je pense que ça répond beaucoup aux attentes d'avoir des beaux projets pratiques comme ça avec une vision de pédagogue